analyse de marché et stratégie d'investissement. Voilà le programme de cette demi-heure d'émission avec nos deux invités en plateau. Marie Delessac avec nous, je le rappelle, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Marie. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Et Kevin Lenouaille qui nous accompagne également. Bonjour Kevin. Bonjour Grégoire. Directeur des investissements d'Avantgarde Investment. Marie, je commence avec vous et profitons de l'actualité qui se tourne à nouveau vers les entreprises. Comme chaque trimestre, les grands groupes mondiaux publient leur activité, leurs résultats des mois passés. Le coup d'envoi est symbolique pour l'instant, donc il n'y a pas matière à tirer d'enseignement de ce début de saison de publication, mais quelles sont les attentes des investisseurs justement par rapport aux fondamentaux des entreprises dans l'environnement de crise au pluriel qu'on connaît depuis 2 ans maintenant? Alors on commence effectivement cette saison de publication des résultats du premier trimestre. La plus grosse semaine de publication, c'est la dernière semaine d'avril et aussi en Europe la première semaine de mai, toujours un petit peu décalée. Aux États-Unis, on attend une croissance des résultats d'environ 5% sur ce premier trimestre par rapport au premier trimestre de l'année dernière. On a eu une légère révision à la baisse sur ces attentes du premier trimestre depuis le début de l'année, environ 1%. Mais c'est vrai que c'est moins que la moyenne historique. En fait, on a l'impression que sur ce trimestre, on revient un peu dans la norme historique qu'on avait quittée fin 2020 et toute l'année 2021, où on avait eu constamment des révisions à la hausse et des attentes trimestrielles et des résultats publiés. Là, on revient un peu à la norme historique qui est on révise à la baisse, notamment aux États-Unis, avant la publication des résultats, et on publie au-dessus des attentes. Donc c'est un peu la tendance qu'on voit. 5%, ça paraît atteignable compte tenu de l'environnement macroéconomique du premier trimestre. Sur les révisions, en fait, c'est surtout le secteur énergétique qui a tiré ces révisions et qui a permis d'avoir cette moindre révision à la baisse, évidemment. Ça, c'est tant aux États-Unis qu'en Europe, d'ailleurs. Donc on devrait avoir une saison de publication à peu près normale, mais je pense que le marché ne va pas forcément se focaliser sur les chiffres en eux-mêmes, mais plutôt sur ce que vont dire les entreprises. Parce que les chiffres, finalement, c'est le trimestre dernier. Et les conséquences économiques et pour les entreprises de la guerre en Ukraine, de l'inflation très forte, elles vont se faire sentir finalement vraiment à partir du second trimestre. Et donc c'est là où ce que vont nous dire les entreprises va prendre de l'intérêt. Ce qu'on voit en fait il y a toujours une petite vingtaine d'entreprises qui commencent à publier un peu plus tôt aux États-Unis. Sur ces 20 entreprises qui font évidemment pas une tendance globale, pour l'instant, effectivement, les surprises sont positives dans la norme, à peu près 70% de surprises positives aux États-Unis, ce qui est la norme historique. Ce qu'on voit, c'est qu'elles ne donnent pas beaucoup non plus de guidance, en fait. C'est vrai que dans un contexte un peu incertain, elles ont du mal à s'engager sur ce que vont être les trimestres suivants. Ça paraît légitime, effectivement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu de warning, parce que souvent, effectivement, la communication financière est généralement bien pilotée par les groupes américains. Et c'est vrai que généralement, quand il y a des accidents à prévoir, les signaux sont envoyés un petit peu en amont. Là, il n'y a pas eu de signaux particuliers laissant entendre qu'on pouvait avoir réellement de mauvaises surprises, même spécifiques. Alors, non, il n'y a pas eu vraiment de warning. En Europe, vous trouverez toujours une entreprise ou l'autre, un secteur du vente de détail très concurrentiel au Royaume-Uni, des entreprises industrielles, effectivement, qui commencent quand même à avoir des problèmes sur les marges. Mais effectivement, pas de warning très important. Et en fait, ce qu'on pense, c'est quand même la demande à rester forte au premier trimestre et l'année dernière, ce qui a permis aux entreprises de passer des hausses de prix et donc de ne pas encore être impactées sur leurs marges. Et donc c'est ce qui les protège, en tout cas sur ce premier trimestre. Quand on regarde l'univers des marchés globaux, la grande tendance, qui a un impact d'ailleurs sur les marchés actions très direct, c'est la correction obligataire. Alors, avec le phénomène inflationniste, avec l'agressivité des banques centrales, et c'est vrai qu'on a, sur les deux fronts, d'une certaine manière, qui sont liés, le discours des banques centrales et le niveau d'inflation, si on prend l'exemple américain, on a du mal à voir un apaisement. C'est-à-dire qu'on appelle de nos voeux un pic inflation, un pic hawkishness, un pic d'agressivité des banquiers centraux américains. Dans les faits, le discours n'a cessé d'être toujours plus agressif jusqu'à ces derniers jours encore, et l'inflation, publiée hier pour le mois de mars, montre qu'on est encore sur une trajectoire ascendante, au moins sur un effet annuel en tout cas.
On est presque dans un territoire un peu inconnu, en tout cas incertain par rapport à l'historique, avec cette inflation très forte qu'on n'avait pas connue depuis des dizaines d'années sur l'économie. Donc c'est effectivement un contexte incertain. Et des banques centrales, et notamment la Fed, avec un discours très hawkish, très restrictif. Et on va avoir en même temps des hausses de taux assez agressives et un quantitative tightening, c'est-à-dire une restriction de la liquidité par la Fed. Si on essaye de regarder un peu dans l'historique, on a connu ça 2017-2018, où effectivement on avait des hausses de taux de la Fed et où la Fed a retiré de la liquidité. Donc c'est un contexte un peu similaire. On se souvient que ça avait terminé quand même avec une forte baisse des marchés au dernier trimestre 2018. Aujourd'hui, on est dans un contexte différent, et quand je dis incertain, c'est qu'on a quand même la différence fondamentale, c'est qu'on a un cycle qui va beaucoup plus vite. En 2017, on avait déjà eu quasiment 1 an de hausse de taux avant d'entamer la restriction de la liquidité. Là, on aura eu une hausse de taux, voire 2 si ça ne commence pas en mai, mais en juin, mais pas beaucoup plus. Et là, la restriction de la liquidité sera beaucoup plus importante, de l'ordre de 2 fois supérieure à ce qu'on avait en 2017-2018. On va aller 2 fois plus vite quasiment dans ce cycle de resserrement par rapport au précédent. Voilà. Après, on part d'un bilan de la Fed qui est aussi 2 fois supérieur à celui qu'on avait en 2017. Mais effectivement, le rythme de retrait de liquidité sera beaucoup plus important. Même si aujourd'hui, on ne parle pas de vente sèche d'obligations, c'est les coupons qui ne vont pas être réinvestis. Mais évidemment, sur le marché, ça risque d'apporter de la volatilité. Oui, c'est ça mes questions. Est-ce que le fait d'en parler, et on ne peut pas dire qu'on n'en parle pas, on ne parle que de ça, est-ce que le fait d'en parler, de travailler, de chercher sur ces sujets, est-ce que finalement ça permet de se rassurer par rapport au risque de marché que ça peut représenter, ou est-ce que non? Est-ce que le risque de marché reste entier face à ces phases qui sont toujours un peu particulières, effectivement, quand la marée se retire, pour dire les choses, Marie? C'est vrai que nous, on a une position plutôt prudente dans ce contexte-là, parce qu'on va quand même avoir ce retrait de liquidité, même si on sait qu'il va venir, il va être effectif. Donc effectivement, ça risque d'avoir... La matérialisation de ce retrait de liquidité, c'est quand même une étape qu'il faudra digérer, en plus de ce qu'on a déjà anticipé, sans doute. Oui, très, très probablement. Et effectivement... il y a des choses qui sont déjà anticipées. Les investisseurs, les hausses de taux, on est déjà quasiment à 50 BP de hausse de taux sur les 2 prochains meetings de la Fed. Donc il y a déjà des choses qui sont anticipées. Les taux ont déjà bien monté. Ceci étant, quand on regarde là aussi les cycles de hausse de taux de la Fed précédemment, ils ont continué à progresser quasiment jusqu'à la fin du cycle de hausse des taux de la Fed. En 2018, par exemple, ils ont monté jusqu'en novembre. La dernière hausse de taux de la Fed était en décembre. Donc on peut avoir quand même encore une hausse de taux. Elle sera quand même, selon nous, moins forte que ce qu'on a déjà eu jusqu'à présent, et on aura probablement aussi plus de volatilité. C'est-à-dire que si on a des mouvements d'aversion au risque sur les marchés d'actions, au vu du niveau aujourd'hui des taux, on pourra quand même avoir un peu plus de reflux sur les taux et un actif un peu protecteur qui revient. Mais voilà. Si on suit cette idée-là, ce scénario, qu'est-ce que ça implique en termes d'allocation d'actifs par rapport à l'allocation qui prévalait peut-être ces derniers mois, Marie? Un peu plus de prudence sur les actifs risqués. C'est vrai qu'on considère aujourd'hui que les marchés actions peuvent faire preuve d'un petit peu de complaisance, même s'ils ont baissé depuis le début de l'année. Il n'y a pas encore énormément de choses qui sont prises en compte tenu. Alors, il y a cette incertitude sur la Banque centrale, sur l'inflation, mais on a quand même aussi le risque du conflit en Ukraine qui pèse encore. Non, a priori, on pense qu'on va être plutôt dans un enlisement, mais on ne peut jamais exclure vraiment un dérapage de ce côté-là. Et puis, en fait, la Chine et la politique zéro Covid en Chine peut aussi avoir des conséquences parce qu'on retourne dans un environnement où on a des restrictions ou des contraintes d'approvisionnement qui peuvent là aussi avoir des conséquences sur l'inflation. Donc, on est quand même dans cet environnement incertain qui nous font être un peu plus prudents. Et ce qu'on voit aussi en termes de style, c'est que même si les taux ont fait une grosse partie de leur hausse, on pense que les taux réels vont progresser. Et les taux réels, donc déflatés de l'inflation, pour le coup, peuvent poser problème sur les valeurs de croissance chères et non rentables, et qui sont encore
pour certaines assez cher. Ah ouais. Voilà. Et donc, Malgré ça peut peser parfois sur leur des cours de performance. bourse divisés par 2, voire plus, pour ces valeurs-là spécifiquement, forte croissance, sans rentabilité assurée encore. Mais c'est là où je pense qu'il y a aussi un retour et une prédominance du stock picking. Voilà, le choix des titres va être de plus en plus important parce que au sein d'un même secteur ou d'un même style, on pourra trouver une valeur, une entreprise qui est plus qualitative qu'une autre. Et donc, effectivement, le stock picking va avoir toute son importance dans cette phase. Quel type de protection offre le marché aujourd'hui dans une allocation d'actifs, Marie? C'est pas le sujet du jour, mais je le dis, ce soir, on parlera du yen. Une fois n'est pas coutume, mais parce que c'est une valeur dite refuge qui ne joue pas du tout ce rôle depuis des mois maintenant. On a même un véritable effondrement du yen contre dollar notamment. On est à plus de 126 yens contre dollar, ce qu'on n'a jamais vu depuis des années. Ça devient visiblement un petit sujet politique quand même qui est en train de monter. Donc je veux pas, c'était pas le cœur de notre discussion, mais ça amène la question de savoir est-ce qu'on trouve encore des protections dans ce marché aujourd'hui? Alors, les protections, ça peut être probablement le dollar, même s'il est quand même déjà sur des niveaux élevés, mais compte tenu de la différence de politique monétaire et de croissance économique, parce que les États-Unis sont peut-être moins impactés par le conflit en Ukraine que les autres régions, donc ça peut jouer. On peut dire que les matières premières, si ça a un rapport avec le conflit en Ukraine, peuvent aussi jouer un rôle de protection. Peut-être que les taux peuvent revenir sur des niveaux à un moment donné, progressivement, effectivement, après la hausse qu'on a eue, et pourraient de nouveau jouer ce rôle de valeur refuge. On est encore prudent quand même sur la duration, même sur ces niveaux-là. Je rappelle, comparaison n'est pas raison, mais puisqu'on avait en tête la référence du cycle de resserrement précédent, le pic du 10 ans américain, automne ou novembre 2018, c'était 3,15. Exactement. Voilà. On est monté là, on est sur 2,75. Donc aujourd'hui sur le 10 ans. Pour donner quelques perspectives. Merci beaucoup Marie. Marie de Lessac, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management, avec nous en plateau, invité de la mi-journée de Smart Bourse.